Bonjour et bienvenue dans le Morning News. Au sommaire de l'actualité, Saïf al-Islam, candidat malgré des accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. 10 ans après la mort de Mouammar Kadhafi, le fils de l'ancien président libyen se présente à l'élection présidentielle du 24 décembre. Deuxième journée du festival Amoué au Rwanda, un événement dédié aux jeunes écrivains africains. Focus à suivre dans ce journal. Du sport également dans l'actualité avec le duel de choc attendu ce mardi dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. La dernière rencontre du groupe D opposera la Côte d'Ivoire au Cameroun. Mais tout d'abord, et avant le développement de ces titres, l'actualité en République démocratique du Congo où la Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. L'ancien Premier ministre est soupçonné de malversation dans le dossier du parc agro-industriel de Boukangalonzo, mais aussi de détournement de fonds destinés à l'indemnisation des 300 personnes qui seraient propriétaires des biens entrant dans le cadre de la zaïrisation. Le droit a été dit, a réagi le coordinateur des avocats de Matata Ponyo suite à la décision de la plus haute juridiction du pays. Saïf al-Islam Kadhafi, candidat à l'élection présidentielle. Le fils de l'ancien président libyen, Mouammar Kadhafi, a présenté dimanche 14 novembre sa candidature officielle au scrutin prévu le 24 décembre prochain, quelques semaines avant le scrutin législatif prévu un mois plus tard. Ces élections sont censées tourner la page d'une décennie de chaos depuis la chute en 2011 de l'ancien président Mouammar Kadhafi. Mildred Diamou. Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ex-dirigeant Mouammar Kadhafi, fait son retour sur la scène politique libyenne. Emprisonné puis placé en résidence surveillée depuis 2011, Saïf al-Islam Kadhafi a officiellement déposé le 14 novembre 2021 sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 24 décembre 2021. Il s'est également fait délivrer sa carte d'électeur dans la ville de Chebha, selon la commission électorale. La candidature du fils de Kadhafi, c'est le docteur Saïf al-Islam Kadhafi, n'est pas du tout une surprise, elle est dans l'ordre des choses, elle a été annoncée avant même que les élections présidentielles soient annoncées pour le 24 décembre. Et il faut aussi souligner que le fils de Kadhafi a toutes ses chances pour gagner, ou du moins pour être l'un des principaux protagonistes des élections présidentielles, puisque d'une part, il y a évidemment un noyau dur des supporters, entre guillemets, de Kadhafi et de Salini qui est présent en Libye. Fin juillet 2021, Saïf al-Islam, âgé de 49 ans, avait annoncé son intention de se présenter à la présidence de l'État libyen. Il avait été capturé en 2011 par un groupe armé à Zintan, dans le nord-ouest du pays, puis condamné à mort en 2015 à l'issue d'un procès expéditif. Saïf al-Islam avait été recherché depuis 2011 par la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes contre l'humanité. Saïf al-Islam va certainement tirer profit de la désillusion des Libyens, du fait de l'effondrement de la situation en Libye, du fait de la dislocation de l'État, du fait de l'appauvrissement inouï et extraordinaire des Libyens. Et il y aura certainement une frange de la population libyenne qui peut-être probablement donnera sa confiance au fils de Kadhafi en espérant revivre la prospérité de l'époque Kadhafi sans ses excès. D'autre part, bien évidemment, cette candidature soulève des problèmes puisque le fils de Kadhafi est toujours sous le coup de poursuites pénales du tribunal pénal international. Saïf al-Islam avait été libéré en 2017 et se faisait discret depuis lors. Il a recouvré sa liberté de circulation pour avoir pu se déplacer le 14 novembre jusque dans le sud libyen. Il se donne désormais pour défi de sortir la Libye de plusieurs années d'instabilité après la chute de son père Mouammar Kadhafi en 2011. Le Tchad se prépare au dialogue national, mais les tensions sont encore vives entre pouvoir et opposition, mais aussi avec une partie de la société civile, car de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer des irrégularités dans le processus de consultation. C'est notamment le cas du Conseil de l'ordre des avocats, pour qui certaines formations politiques auraient cherché à influencer des participants aux consultations. Aïssatou Bari.
Les consultations se poursuivent au Tchad dans le cadre de l'organisation d'un dialogue national inclusif. Des voix s'élèvent déjà, notamment celle de l'Ordre des avocats, pour dénoncer des manipulations et irrégularités dans les consultations. Dans un communiqué, l'Ordre des avocats du Tchad a exprimé ses craintes de voir ce dialogue qui doit permettre au pays de se sortir de cette période de transition ne soit biaisé. Le barreau du Tchad a désigné plusieurs de ses membres pour contribuer à l'organisation du dialogue national. Cet engagement du barreau est motivé par son élan favorable à des débats francs et objectifs pour un Tchad nouveau. La tenue d'un semblant de dialogue sans franchise et transparence risque d'avoir des conséquences plus regrettables que la situation actuelle. Le barreau du Tchad dénonce entre autres des tentatives de manipulation des participants aux consultations par des partis politiques qui risquent de ternir le dialogue. Pour sa part, le vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif, Saleh Kebzabo, estime que toutes les conditions sont réunies pour la tenue d'un bon dialogue. Le barreau a tiré, et ils disent que c'est une sonnette d'alarme qu'ils ont tirée. Moi je pense que ce n'est pas mauvais qu'ils tirent une sonnette d'alarme. Ça veut dire que les composants de la société tchadienne attendent quelque chose de ce dialogue. Et que cela intéresse tout le monde et que tout le monde veut voir ce dialogue-là réussir. Donc ça, c'est la première lecture que je fais de leur sortie. La deuxième lecture, c'est aussi que vous parlez des irrégularités. Moi, je n'ai pas pris part aux consultations de N'Djamena. Je n'ai pas pris part, donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ils ont semblé indexer une irrégularité, ce que vous appelez irrégularité. Mais moi, n'étant pas dans la salle, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Tout de même, s'il y a eu quelque chose de pas correct, c'est tout à fait normal que les Tchadiens puissent sonner l'alarme. Le travail du comité pour aller vers un dialogue inclusif est loin d'être terminé. Une délégation du comité d'organisation du dialogue national s'est rendue en France pour échanger avec la diaspora. Reste au comité à compiler les résultats des consultations menées au Tchad et à l'extérieur du pays et à fixer notamment la date de ces assises. Le déplacement du président gabonais Ali Bongo Ondimba au Maroc, placé sous le signe du renforcement des relations bilatérales. Le chef de l'État gabonais a été reçu jeudi dernier par le roi Mohamed VI. Le Gabon demeure un marché à fort potentiel pour les entreprises marocaines. Le Maroc reste aussi un partenaire très stratégique pour le pays d'Afrique centrale. Les détails de cette visite avec Samantha Sabéou-Saboubanga. Le jeudi 11 novembre 2021, le roi Mohamed VI a reçu au palais royal de Bouznika le président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba qui a effectué une visite au Maroc. Cette nouvelle rencontre traduit la solidité du partenariat maroco-gabonais ainsi que les relations d'amitié qu'entretiennent les peuples des deux pays. La relation entre le Gabon et le Maroc est devenue de plus en plus fusionnelle. Mais au-delà de la qualité émotionnelle de cette relation et du passé récent entre les deux dirigeants, il y a vraiment un côté rationnel extrêmement important qui est basé sur deux choses. Un, le besoin de diversification de l'économie et le besoin d'investissement dans l'économie gabonaise, mais également le besoin de prise en charge internationale du Maroc. Le roi marocain est ambitieux et chaque pays qui lui donne une opportunité est un pays de départ. Il était question lors de cette rencontre de faire le point des relations bilatérales entre le Gabon et le royaume chérifien, notamment sur le plan politique, économique, mais surtout la formation professionnelle. Durant les échanges, le chef de l'État gabonais a également réitéré la volonté de son pays de renforcer sa présence dans les provinces du Sud. Les deux responsables se sont félicités de la convergence de points de vue, notamment sur les questions de paix et de sécurité qui menacent la stabilité du continent africain. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et aujourd'hui le Gabon sont des pays dans lesquels ce pays se déploie. Donc le roi marocain a de l'ambition et le Gabon a des besoins d'investissement.
Rabat et Libreville, c'est aussi d'excellents rapports politiques qui se reflètent sur le plan économique. De nombreuses entreprises marocaines ont investi dans différents domaines tels que le secteur bancaire, des assurances, des télécoms, des mines, de transport ou encore le BTP. Une diplomatie équilibrée entre les deux pays basée sur le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Deuxième journée du festival Amwe au Rwanda dédié aux écrivains de la nouvelle génération issus du continent. De nombreux écrivains ont fait le déplacement à cet événement qui en est à sa 3e édition et thématique retenue cette année, notamment les conséquences de la pandémie de Covid-19. Reportage entre correspondants au Rwanda, Frater Ndakaisienga. Jean-Baptiste Kuitonda et Yannick Tikou ont été les lauréats de la compétition d'écriture sur la pandémie lancée par la University of Global Health Equity au Rwanda. Jean-Baptiste, d'origine rwandaise, a écrit une histoire en anglais sur la vie de misère d'un aide-maçon et sa famille durant les différents confinements imposés par le gouvernement rwandais. Une histoire pleine de rebondissements et d'incertitudes vécue par des milliers de familles à travers le monde. Je suis très content et je remercie Dieu pour tout car c'est lui qui fait que je me réveille chaque jour. Je suis également reconnaissant pour le talent qu'il m'a donné car même si je suis encore jeune et que je viens à peine de commencer à écrire, ça se passe très bien. Il faut aussi dire que j'ai bossé dur pour ce concours et mes efforts ont payé. Dans la catégorie francophone, c'est Yannick Tikou de la République démocratique du Congo qui a remporté le prix du premier lauréat avec son histoire intitulée Respire. Il a été suivi par le Camerounais Maxime Tala avec sa nouvelle intitulée À fleur de parole et à la 3e place, Sylvie Adama du Bénin avec Les billets de 10. Au total, 38 jeunes Africains ont participé au concours de nouvelles. Donc ça m'a vraiment montré qu'en tant qu'humanité, nous avons une capacité de nous recueillir, de venir ensemble et de nous guérir. Mais surtout, on a des jeunes voix qui aussi observent ce qui se passe. Ce n'est plus le rôle nécessairement des anciens, mais aussi des jeunes à contribuer à cette guérison, à raconter l'histoire qui leur arrive. Et surtout, voir beaucoup de jeunes du continent écrire, ça nous m'émerveille personnellement parce que je me dis, maintenant, on va voir beaucoup plus de jeunes auteurs qui vont participer à l'histoire et comment on la raconte et qui la raconte. Le concours de nouvelles est l'une des activités organisées pour la 3e édition du festival Amwe, chapeauté par l'Université de la Santé Globale et de l'Équité. Avec ce festival, les objectifs de l'université sont de créer une forte collaboration entre les professionnels de la santé mondiale et l'industrie créative, ainsi que de générer des nouvelles idées sur les défis de la santé mondiale et les solutions correspondantes. Dans le cadre des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2022, la lutte fait rage dans le groupe D entre les Camerounais et les Ivoiriens. Les éléphants qui comptent un point d'avance avant leur dernière rencontre contre les Lions indomptables ce 16 novembre. Robert Tobogbe. Un duel à distance où chaque but marqué peut faire la différence à l'heure des comptes. Les poulains de Tony Conceição le savent et en face, le Malawi paye le prix. D'abord sur cette ouverture du score du capitaine Vincent Boubacar. Comme un chemin montré à ses coéquipiers, par 3 fois ils vont saler l'addition. Une addition qui porte la marque de Christian Bassogog qui met fin à une longue disette. De quoi mettre la pression sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Après la première période, les Malawites ont été réduits à 10. À 20 minutes après le début de la rencontre, les Lions sont restés en mode de gestion. Même si c'est une équipe du Malawi qui m'a paru très fragile, surtout dans l'axe central de la défense. Côte d'Ivoire decide to working closely. La pression exercée sur les éléphants de Côte d'Ivoire par les Lions indomptables du Cameroun n'a duré que quelques heures. La bande à Serge Aurier remporte la partie 3-0. Max Alain Gradel, Maxwell Cornet et Jean-Michel Seri au bout du temps réglementaire confortent la place de leader de la poule avec 13 points, dont 1 d'avance sur le Cameroun. Une promesse de finale en perspective. Pour nous offrir la finale qui aura lieu mardi prochain, il fallait que les deux équipes s'imposent sur leurs adversaires. Le Cameroun l'a bien démontré. Maintenant, côté Côte d'Ivoire-Malawi, c'était pratiquement le même son de cloche. Les Mozambicains avaient tenu tête aux éléphants lors de la manche aller 0-0, mais cette fois-ci, Patrice Baumel
est monté d'un cran en titularisant des joueurs de flanc qui vont très vite. Maxwell Cornet, sociétaire de Burnley, ou encore Max Alain Gradel de Sivaspor. On a également apprécié les prestations d'Amad Junior de Sassuolo en Italie, qui a démontré sa très belle qualité de passe. Et puis derrière, c'était assez bétonné avec Willy Boli et Odilon Kosonou. Le 16 novembre au stade Japoma à Douala, l'attention des fans de foot sera arrivée vers ce stade flambant neuf. Un match couperé que l'une des équipes devra à tout prix remporter pour accéder au barrage et garder ses chances de jouer le mondial du Qatar en 2022. Toujours au sujet de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, zone Afrique, seuls 4 qualifiés sur 10 pour les barrages sont connus concernant cette zone Afrique. Et les 6 places restantes se joueront quasiment toutes lors de finales opposant les équipes au coude à coude. Ce dimanche, la RDC et le Ghana ont rejoint l'Égypte, le Mali, le Maroc et le Sénégal. Les derniers lauréats africains devraient être reconnus ce mardi soir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur notre chaîne. L'actualité se poursuit sur Africa 24.